Visite du président ivoirien Alassane Ouattara au Gabon ce mercredi. Il a été reçu par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Signature de l'accord de paix au Mali. 4 années passées, les Maliens dénoncent un retard dans la mise en œuvre. Puis effondrement d'un immeuble à Shanghai en Chine. On dénombre plusieurs personnes tuées. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le président gabonais Ali Bongo a reçu ce mercredi à Libreville son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de la deuxième visite d'un chef d'État au Gabon en l'espace d'une semaine. Plus de précisions à travers ces images. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce mercredi avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. C'était à l'occasion de la visite du chef d'État ivoirien à Libreville dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan, mais également sur des sujets d'intérêt commun liés, entre autres, à la paix, la sécurité et au développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. D'ailleurs, la situation aussi entre les deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui et que lui et moi avons souvent évoquées. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. La dernière visite d'Alassane Ouattara au Gabon remonte à août 2015. Le président ivoirien s'était alors rendu à Libreville pour participer à la 4e édition du New York Forum Africa. Cette visite d'Alassane Ouattara est la deuxième qu'effectue un chef d'État au Gabon en l'espace d'une semaine. Le 7 mai dernier, le président togolais Faure Essozina Magnassingbe s'était lui aussi rendu dans la capitale gabonaise. Depuis, Ali Bongo Ondimba, de nouveau très actif suite à une convalescence consécutive à un probable AVC, survenu en octobre dernier, a multiplié les rendez-vous diplomatiques. Il a reçu jeudi dernier le douanier et le vice-doyen du corps diplomatique accrédité au Gabon et ce lundi, les ambassadeurs des États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Soudan, le Conseil militaire s'est retiré du dialogue mis en place depuis lundi pour parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue d'élections démocratiques. La suspension devrait durer 72 heures selon le Conseil militaire. Des manifestants soudanais se sont rassemblés devant le QG de l'armée après que le Conseil militaire au pouvoir au Soudan ait suspendu ce mercredi les discussions sur la transition politique jusqu'au démantèlement des barrages routiers érigés par les manifestants hors du lieu du principal sit-in à Khartoum. La suspension devrait durer 72 heures selon le Conseil militaire. Nous allons continuer la manifestation paisiblement. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction. Nous surveillerons le Conseil législatif et le Parlement pour être certains d'avoir les droits des martyrs. Nous ne céderons pas au sujet des droits des martyrs. Cela devrait être une des priorités du nouveau gouvernement avant le procès de la corruption, car la chose la plus importante dont nous avons besoin est le droit des martyrs. Le dialogue entre le Conseil militaire et la coalition civile avait pourtant bien commencé lundi dernier, leur permettant de se mettre d'accord sur une période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout un gouvernement essentiellement composé de civils, ce que les manifestants exigent depuis le lancement de leur mouvement en décembre dernier. Nous avons décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain à la conclusion d'un accord sur la transition,
a déclaré le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans un discours à la nation retransmis par la télévision publique ce jeudi avant l'aube. Le dirigeant de ce conseil, qui avait évincé le 11 avril le président Omar el-Béchir, n'a pas totalement fermé la porte aux négociations sur un transfert du pouvoir aux civils, mais il a mis la pression sur les chefs de la contestation pour qu'ils contrôlent mieux leurs troupes. Au Cameroun, un avion militaire qui avait à son bord 7 personnes s'est écrasé dans la localité de Oku, dans la région du Nord-Ouest, le 13 mai dernier. Suite à ce crash, le gouverneur, représentant personnel du ministre de la Défense, est allé porter le message de réconfort du président de la République, Paul Biya, aux 6 rescapés de cette tragédie qui a fait un mort. Ces derniers sont pris en charge à l'hôpital militaire de Douala. Les précisions avec Narcissoum. Un mort et 6 blessés. C'est le bilan de l'accident d'un hélicoptère de l'armée de l'air camerounaise survenu le 13 mai dernier à Oku, département de Mbui, dans la région du nord-ouest du Cameroun. D'après le communiqué de presse du ministre de la Défense rendu public le même jour, l'accident s'est produit par un ciel agité. Les 6 survivants ont été transportés par voie aérienne à l'hôpital de la garnison militaire de Douala, où ils sont sous soins intensifs. Le pilote, le copilote, le mécanicien navigant, les sous-préfets des arrondissements de Noni, Mboum et Oku ont reçu la visite du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa. Le gouverneur est allé leur transmettre les encouragements et le réconfort du chef de l'État, chef des forces armées. Envoyé par le chef de l'État et le ministre de la Défense pour présenter les encouragements du chef de l'État à ses blessés, présenter également les condoléances du chef de l'État à la famille du commissaire décédé et leur dire une fois de plus que les pouvoirs publics ont pris en charge cet internement dans cet hôpital militaire. Le gouverneur a réaffirmé l'engagement du gouvernement à être aux côtés de tout fonctionnaire de police et de tout militaire qui s'engage à travailler pour la nation, quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles il peut se retrouver. En attendant, une enquête a été ouverte selon les sources sécuritaires. Cela fait déjà 4 ans qu'a été signé l'accord de paix au Mali. Mais pour les Maliens, les choses sont toujours au point mort. Sa mise en œuvre étant encore à la traîne. Suivez ici la réaction de quelques Maliens au sujet de cet accord. Ils interviennent au micro de notre correspondante à Bamako, Alima Bentouri. 4 ans après la signature, le Mali est toujours à la traîne. Bon, c'est un bilan mitigé. Et il va falloir que les partis signataires de cet accord-là se donnent davantage la main pour que le pays puisse avoir enfin la sécurité et la paix. Et sinon, 4 ans après, bon, on constate toujours que les attentes des Maliens n'ont pas été vraiment comblées. Il y a eu peut-être une petite avancée. Sinon, on peut dire globalement, ça n'a pas avancé. Parce que vous savez, dès le début, les gens ont critiqué l'accord pour la mise en œuvre, pour appliquer à la lettre, c'était extrêmement difficile. Mais comme les gens, tout le monde voulait aller à la paix, les gens se sont précipités. Donc, même si c'est un mauvais accord, il faut signer. Maintenant, la mise en œuvre pose problème. Parce que c'est les groupes signataires, ils ont tout demandé à l'État et pratiquement ils ont tout eu. Ils ont jusqu'à tordre la main du gouvernement. Le gouvernement a fait beaucoup de concessions. Mais malgré tout ça, l'accord peine à bouger. Il y a certains passages, comme on le dit, il faut pour la mettre en œuvre, il faut au moins toucher une partie de la Constitution. Or, pour toucher la Constitution, il faut aller vers le référendum. Vous savez, actuellement, aller au référendum, ce n'est pas très aisé. Ce qui fait que vraiment, ça avance très très lentement et que vraiment, après 4 ans, en tout cas, le citoyen lambda a de la peine même à comprendre, est-ce que c'est en train même de bouger? Oui, c'est vrai, on a parlé de DDR, on a parlé de ceci, cela, mais est-ce que réellement le DDR même est réellement en marche? Parce que la première déchet pour moi, c'était le DDR. Quand les gens, la première, juste après l'accord, la première partie, c'était le DDR de désarmer tous les groupes rebelles. Mais ça a pris du temps, on a fait semblant de faire le DDR, mais à présent, le MOC, on a fait semblant, je sais qu'on est en train de dire, on se glorifie, on dit il y a eu le DDR, le MOC, mais qu'est-ce qui a changé?
Depuis le 8 mai dernier, la Fédération internationale d'athlétisme oblige certaines athlètes telles que Caster Semenya, Evangeline Makena et Margaret Wambui à prendre des médicaments pour limiter leur niveau de testostérone. La spécialiste kenyane du 800 mètres, Margaret, craint que la nouvelle règle controversée sur les athlètes hyperandrogènes ne signifie la fin de sa carrière. Je suis inquiète maintenant. Je suis inquiète pour ma carrière parce que j'ai toujours su depuis mon enfance. J'ai grandi en sachant que l'athlétisme serait ma carrière. Donc à cet instant, je suis tellement déçue par cette réglementation. Je ne vais pas prendre les médicaments parce que je ne suis pas malade. Et puis, nous dire maintenant de prendre ces médicaments, ce sont des produits chimiques que vous ingérez. Vous ne savez pas quels effets ils peuvent avoir à long terme. Oui, nous pouvons les prendre juste pour la compétition, mais ce n'est pas la fin. Nous avons une longue vie après l'athlétisme. Chez les hommes, tout le monde a de la testostérone. Et pourquoi quand des hommes ont des taux élevés de testostérone susceptibles de les faire gagner, on s'en réjouit. Mais quand il s'agit de femmes, on leur dit qu'elles doivent les faire baisser et on les retire de la compétition. Pourquoi? C'est une période où nous nous sentons rejetés. Nous n'avons pas de place dans ce monde. C'est le moment où nous ressentons cela parce que nous sommes naturels. Nous ne nous sommes pas dopés, nous sommes naturels. Puis en Chine, la police a bouclé la zone près d'un bâtiment en cours de rénovation qui s'est effondré à Shanghai. Les autorités ont confirmé que les secours avaient mis 11 personnes en sécurité, mais 9 autres restent toujours piégés dans les décombres. 9 ouvriers du bâtiment ont été bloqués après l'effondrement du toit d'un immeuble d'un concessionnaire automobile à Shanghai jeudi, alors que des travaux de rénovation étaient en cours. Mais le personnel de secours a réussi à en extraire 11 autres. Peu de temps après l'accident, les autorités ont bloqué la zone. Sur son compte de médias sociaux vérifié, le bureau de secours incendie du ministère chinois de la gestion des urgences a annoncé que l'accident s'est produit vers 11h30, soit 3h30 GMT, dans un quartier central de Shanghai. Par ailleurs, le bureau de secours incendie du ministère chinois de la gestion des urgences n'a pas précisé si quelqu'un avait été tué, ni fourni des détails sur les blessures subies par les personnes secourues. L'affichage a montré des images de secouristes tirant des ouvriers du bâtiment couverts de poussière sur des piles de gravats, des piliers en béton et des poutres en bois brisées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.